Europe 1 présente Ça y est, c'est parti. Petit stream entre amis. Bonsoir, aujourd'hui on reçoit Séverin Naudet. Qui est-ce? Séverin Naudet, c'est lui qui va donner un visage, un nom et ses compétences à l'open data public. Il est chargé de créer le premier portail qui permettra de partager les informations produites par les administrations publiques pour les mettre à la disposition des citoyens. Séverin Naudet a 35 ans, personne ne sait ce que c'est l'open data et ça tombe bien, il va nous expliquer tout ça. Pour l'interroger, Jonathan Boucher-Petersen et Hélène Favier d'Europe 1 Soir. Bonsoir d'Europe 1 tout court d'ailleurs. Bonsoir. Bonsoir à tous les deux. Et bien sûr, pour l'interroger, vos messages sur Twitter et sur Facebook. L'émission est en streaming sur europe1.fr et vous la retrouvez demain en vidéo sur Dailymotion, sur YouTube et sur europe1.fr. Voilà. Bonsoir Séverin Naudet. Bonsoir David Debiker. Merci d'être avec nous ce soir. Deux questions centrales puisque le sujet est quand même assez pointu. La première, qui êtes-vous? La deuxième, qu'est-ce que l'open data? Bon bah ça fait l'émission ça. Oui, alors la première question est un peu difficile. Je ne sais pas très bien ce que je dois répondre. Répondez et apportez des preuves sur votre existence, s'il vous plaît. Sur mon identité. Je dirige la mission qui doit rendre accessibles et réutilisables les données publiques. Alors moi je dis plus open data parce qu'il faut j'utilise des mots français. Ouvert données alors. Oui, ou les données ouvertes. En fait, c'est pas très compliqué, hein, en réalité. Vous n'avez pas répondu à la première question. Une fois, sur qui j'étais? Qui êtes-vous? Quel âge avez-vous? D'où venez-vous? Avez-vous des diplômes? Groupe sanguin? Tout? David, vous l'avez ouais, David, vous l'avez dit, hein, que j'avais 35 ans, donc c'est pour ça que je vous l'ai pas redit. Moi, je viens de passer 4 ans à Matignon auprès de François Fillon, où je m'occupais du multimédia. Vous en avez tiré quelle leçon? En 30 secondes. En 30 secondes, non. C'était une expérience passionnante, extrêmement enrichissante. Il paraît qu'il est geek. Oui, il est très très geek. C'est lui qui l'a dit, hein. C'est pas moi qui le dis, mais il est très connecté, oui, très très connecté. Une expérience enrichissante. Oui, c'est une expérience extraordinaire et j'ai eu énormément de chance parce que comme j'appartiens pas vraiment au sérail, le sérail des énarques. Oui. De la haute fonction publique, ça, je suis une espèce d'immigré de 3e génération. C'est joliment dit, 3e génération. Voilà, avant j'ai participé à l'aventure de Dailymotion avec Benjamin Beigbaume et Olivier Poitret. Ça, c'était assez fantastique aussi. Dans une autre vie, avant, j'ai été producteur de disques de musique indépendant et j'ai notamment produit Nada Surf. Voilà. Et vous êtes de droite ou pas? Ah oui. Alors après, une fois qu'on dit qu'on est de droite, c'est très réducteur, parce que moi j'aime beaucoup les débats dans ce pays où on met les gens dans des cases. Vous n'êtes pas l'UMP, ça? Non. Si vous n'étiez pas de droite, vous seriez engagé, juste. On ne vous dirait pas que vous êtes de gauche, hein, je vous le dis tout de suite. Oui, non, mais je suis engagé parce que j'aime mon pays, parce que j'aime la démocratie, que la politique c'est une espèce d'atavisme personnel. Depuis que je suis gamin, j'écoutais de la musique, puis avant je disais le monde, et puis après j'emmerdais tout le monde à table en famille en parlant de politique, alors qu'ils avaient juste envie de parler de ce qu'on était en train de manger, comme tout bon français. Ça se terminait parfois en pugilat, parce que j'embêtais tout le monde et que personne n'était d'accord, et c'est pour ça qu'ils parlaient pas de politique. Voilà, donc après, je sais pas si... Et vous faisiez quoi chez Fillon? Le multimédia, je m'occupais de ce que j'appelle le e-gouvernement. Il y avait des dossiers qui n'étaient pas très populaires. Hein. France.fr, par exemple, a été lancé quand vous étiez conseiller numérique. Il y a eu plusieurs couacs. Là, vous êtes un peu les chocottes pour l'open data? Non, pas du tout. C'est une question difficile. Hein. Non, c'est que France.fr n'était pas un couac. Non, j'ai pas dit France.fr. C'est carrément culotté. Non. C'était une réussite coûteuse. Je n'ai jamais été associé à France.fr. Voilà. Oh. Ça, c'est la preuve que c'est un énorme bit, quoi. Je vous le dis dans les yeux, je n'ai jamais été associé par le directeur du SIG de l'époque à France.fr. Oui, mais sur l'idée, au départ, vous étiez bien un peu associé quand même. Non. Mais du coup, à part ce projet... Non, mais j'ai la main sur le cœur. Non, mais très bien. Donc, à part ce projet qui prend forme aujourd'hui, au bout de 4 ans, concrètement, les dossiers qu'on connaît, vous n'en êtes pas occupé. Pendant 4 ans, vous avez bossé sur l'open data pour arriver
Est-ce qu'on découvre aujourd'hui ou vous avez eu d'autres dossiers à traiter? Oui, j'ai eu 2 ou 3 autres sujets à traiter. J'ai pas dit les dossiers. Vous m'avez posé une question sur un dossier extrêmement. C'est vrai. S'ils sont trop agressifs, trop intrusifs, vous me prévenez. Non, n'hésitez pas. En plus, moi, je les connais pas, mais je les aime bien. Ils sont souriants. Méfiez-vous. Votre ramage ressemble à votre plumage. Non, voilà. Donc vous m'avez posé une question bien précise sur un sujet. Je vous ai répondu. Et ensuite, moi, je vous en ai posé une autre. C'est qu'est-ce qu'on fait pendant 4 ans? Et pendant 4 ans, j'ai fait énormément de choses, notamment la rationalisation de l'ensemble des sites internet de l'État. Il y avait, quand je suis arrivé, plus de 750 sites internet de l'État. À la fin de l'année, on sera à une 60aine. Ah, pas mal. Voilà. Regroupés sous l'égide de servicepublic.fr? Regroupés par grandes thématiques. L'idée d'ailleurs, c'était pas juste de les regrouper, mais c'était de les rendre plus efficaces. Les Français vont pouvoir les noter. Donner leur avis, voilà, pour que le service public en ligne soit vraiment au service de tous, avec une notion comme ça d'évaluation par chacun, une notion collaborative. Voilà, donc il y a ça. J'ai aussi proposé que sur un certain nombre de grands débats nationaux, par exemple les États généraux de l'outre-mer, il y a eu un grand site collaboratif où l'ensemble des ultramarins se sont retrouvés sur une seule plateforme, ont pu échanger et proposer des idées de politique publique pour leur territoire. Voilà, et ça s'est retrouvé ensuite dans la discussion générale et ça a participé à l'ensemble des propositions auxquelles le président de la République a répondu. Voilà, il y a et sur le numérique, on sent qu'il y a quand même plusieurs dossiers qui sont lourds à porter là pour le gouvernement. Il y a Adopi où plus personne n'est vraiment d'accord. Après, il y a France.fr et là il y a Open Data. Est-ce que vous sentez que c'est un peu la dernière chance, quoi? Attendez, il faut d'abord qu'on explique ce que c'est que l'Open Data. La politique, Adopi, toutes les questions qui piquent, a priori, sont dans la deuxième partie de l'émission. Là, il faut... Non, mais vous les démangez tellement que... Non, il faut calmer leur ardeur parce que sinon ils vont vous éreinter. En deuxième partie, vous n'aurez plus rien à dire, vous serez épuisés, ils vous auront déchiqueté. Alors, d'abord, l'open data... C'est dans le titre de l'émission, hein, j'ai bien noté. Ouais, mais enfin, on l'applique assez peu parce qu'on n'est pas pour la peine capitale. Mais dites-nous quand même ce que c'est que l'open data, d'où ça vient, à quoi ça sert. Voilà. Alors, l'open data, c'est toutes les données que produisent les administrations et les services publics. Alors, je prends des exemples tout de suite extrêmement concrets. J'avais expliqué à Michel Drucker dans le studio juste en face il y a 15 jours que, par exemple, c'était toutes les données sur les accidents de vélo en Angleterre. Donc, on avait fait une carte et on pouvait voir comme ça très concrètement les endroits où il fallait faire très attention qu'on était à vélo pour pas avoir d'accident. C'est les données de la qualité de l'air. Aujourd'hui, je crois que la qualité de l'air à Paris était plutôt bonne. Je sais pas si c'est parce qu'il a plu ce matin, mais voilà, c'est la mesure permanente des données de la qualité de l'air, des mesures de la qualité de l'environnement d'une manière générale. Ça va être aussi toutes les données d'exécution du budget de l'État, les dépenses, les recettes. Voilà, donc les données publiques, les rendre accessibles et les rendre réutilisables par tout le monde. Gratuitement, bien sûr. C'est permettre une très très grande transparence de l'action de l'État pour évaluer nos responsables politiques et nos services publics. Et c'est permettre à l'ensemble de la communauté des développeurs et des entrepreneurs de s'en saisir pour fabriquer des centaines de services extrêmement pratique pour le citoyen. Ça vous inspire quoi que une loi votée dans les années 70, je crois sous Giscard d'Estaing, ne soit appliquée qu'aujourd'hui finalement? Ah, mais David Ebica, vous savez bien que c'est pas tout à fait ça. Bah, la loi d'accès aux documents administratifs. C'est la loi de 1978 qui a été modifiée depuis par une directive européenne qui date de 2003 et qui a été modifiée en 2005. Jonathan. Et on a créé, mais on a été un des pays qui a créé le droit de réutilisation le plus large en réalité, même si on l'a pas appliqué tout de suite comme une grande politique publique dès 2005, ce qui n'était pas le cas de tous les pays d'Europe. Et pour ce type de démarche, il y a deux solutions. Soit c'est depuis en haut, on décide des documents qu'on va mettre en ligne en pensant que ça répond à des demandes, soit on fait l'inverse, c'est-à-dire que c'est de la base des questions, des demandes, des interrogations, et charge au gouvernement et aux services compétents d'y répondre. Vous avez opté pour la première solution, c'est-à-dire que c'est l'État qui garde la main sur les documents qu'il décide de mettre en ligne. Je crois qu'en Angleterre, on est à 7000 documents à peine. Je voulais savoir quel était votre objectif et pourquoi vous avez choisi ce mode de transmission de l'information. En fait, on n'a pas tout à fait choisi ce mode de transmission. Non, mais alors... Vous n'avez pas choisi l'autre, en tout cas. Vraiment, moi, puis alors, vous pourrez lire tout ce que j'ai dit depuis le début. J'ai passé l'après-midi. Bon, très bien. Ça méritait au moins ça. Il a du temps. Il a du temps. Non, je dis toujours plusieurs choses. D'abord, il y a un certain nombre de jeux de données
qui, comme je le disais tout à l'heure, sont extrêmement symboliques parce que c'est la transparence de l'action de l'État. Bon. Ça fait partie des données qu'on est en train de recenser et qu'on mettra en ligne à la fin de l'année sur le portail. Il y a aussi un certain nombre de jeux de données qui ont une immense valeur sur le plan de la réutilisation en termes de services innovants. Bon, ça, on mettra aussi des données. Et puis, il y a le volume. C'est-à-dire que comme je ne veux absolument pas préjuger des idées et de la capacité créative de la communauté des réutilisateurs, il faut en mettre le plus possible dans le volume. Et c'est vrai que parfois, il y a une réaction de dire ah mais ça va intéresser personne. C'est absolument pas comme ça qu'on réfléchit. Et alors là où je vous dis qu'on n'a pas fait ce choix-là, c'est que je sors à l'instant du premier comité d'orientation ouvert en public de la mission que je dirige, avec des parlementaires, la presse, le Conseil national du numérique, l'ensemble des coordinateurs qui ont été nommés dans les administrations pour faire le recensement de ces données, toute la communauté, la FING, Regard Citoyen, enfin toutes les associations citoyennes. Vous êtes arrivé à la conclusion que après avoir déjà fait 2 workshops avec eux pour discuter. Non, mais ça c'est autre chose. Je dis pas du tout que c'est quelque chose de totalement pyramidal. Et on va le faire aussi pour sélectionner les jeux de données, c'est-à-dire que la communauté nous fera passer les messages en disant voilà, on voudrait avoir tel jeu de données. Oui, mais je suis un quidam qui habite dans le Gers, du top down. Je considère, c'est pas du top down, mais c'est pas l'inverse non plus. Par exemple, on prend un cas concret. Je suis un quidam qui habite dans le Gers. Je suis connecté à Internet. J'ai envie d'avoir accès à un certain nombre de données. Ça n'intéresse pas un très grand monde, mais il se trouve pour des raisons personnelles, professionnelles, d'intérêt, j'ai envie d'y avoir accès. Est-ce que je peux envoyer une demande à Etalab en disant cher Séverin, votre démarche m'intéresse beaucoup, merci de répondre à ma demande. Alors, ça, est-ce que c'est le mur ou est-ce que c'est tous vos services se mettent à la disposition de ce citoyen? Bon, alors d'abord, tous mes services, on est 7. On est 7. Non, mais voilà, en tout cas, mais oui, il y a une adresse à laquelle on peut nous écrire et je vous rassure, les gens nous écrivent. Et surtout, quand data.gouv.fr sera en ligne, il y aura des modules collaboratifs, participatif et d'échange entre nous et la communauté, entre l'ensemble des administrations et la communauté, exactement pour ça. Bah, ça et autre chose. Et question vis-à-vis des entrepreneurs, vous avez des exemples parce que les entrepreneurs pourront se servir des données que l'État met à disposition des internautes pour créer des applications, pour par exemple le métro, comme les transports en public, comme ça s'est fait à Rennes au tout début. Alors, comment ça marche? Il y aura sûrement une deuxième question. Oui, Hélène arrive. Je vois arriver la question, mais j'y ai déjà répondu tout à l'heure pendant la réunion publique qu'on a eue, et il y a eu des tweets sur le sujet, donc je suis très à l'aise. Vous êtes sur Twitter, vous d'ailleurs? Non. Et pourquoi donc? Que ça veut dire ça? Parce que je trouve ça réducteur. Vous êtes sur Facebook pourtant. Pardon. Oui, je suis sur Facebook. C'est pas réducteur. Parce que c'est amplificateur. Oui, mais sur Facebook, vous aurez noté qu'il n'y a rien de très personnel. Non. Bon, et ma question sur les entrepreneurs, alors. C'est pas de ma faute, c'est eux qui posent des questions. C'est vrai, mais c'est le principe de l'émission. Les entrepreneurs, le principe, c'est que ils vont pouvoir, sans discrimination, se saisir des données qu'on mettra en ligne sur data.gouv.fr, et évidemment dans le cadre de la loi. Je le dis parce qu'il y a parfois il y a des gens qui sont inquiets, les données personnelles, etc. Les réutiliser pour en faire tous les services qu'ils voudront réutiliser. Le meilleur exemple, enfin un des très bons exemples, ou en tout cas celui que je reprends souvent, c'est la ville de Washington. C'est une des premières villes à avoir fait un grand concours d'ouverture et de réutilisation des données, et ils avaient même proposé un prix parce qu'ils avaient peur au départ, comme c'était dans les premiers, que la communauté s'en saisisse pas. Alors ils avaient dit voilà, on donnera $50,000 à l'entreprise qui fabriquera les meilleurs services. Et en réalité, là où ils pensaient avoir une dizaine de services, ils en ont eu plus de 50 pour l'équivalent d'entre 2 et 3 millions de dollars d'investissement. Vous imaginez, c'est-à-dire que ça a coûté $50,000 à la collectivité et les entreprises ont investi pour l'équivalent de 3,5 millions de dollars. Donc vous imaginez les emplois, la valeur que ça a créé. Mais les données leur sont données gratuitement. Et bien sûr. Et les services que ça a créé pour l'ensemble des citoyens de la ville de Washington, les services pratiques, donc les économies budgétaires que ça fait faire à la collectivité, tout en permettant de fournir des services extraordinaires à l'ensemble des citoyens. C'est pour ça que je pense que c'est une révolution. Mais par exemple, là, récemment, il y a une entreprise qui a voulu faire une application avec le métro parisien et qui a été... on lui a tapé sur les doigts. Alors, alors il était là d'ailleurs, à la réunion tout à l'heure, et il m'a posé la question, je lui ai répondu,
et il connaissait un peu la réponse. En dans le France, futur, ça n'arrivera plus. la loi de 1978, qui a été modifiée en 2005, précise que lorsque vous avez une activité à caractère commercial, vous êtes un établissement public à caractère industriel et commercial, vous décidez tout à fait indépendamment, de manière autonome, de ce que vous faites des données, si vous les vendez ou si vous ne les vendez pas. C'est le cas de la RATP. Ils ont rétropédalé d'ailleurs depuis. En termes la RATP, non, enfin, au début c'était un discours assez offensif qu'ils ont... Oui. Vous avez eu des contacts ou pas, d'une manière ou d'une autre? Pas encore, j'en aurai. Donc ce que j'ai répondu à cet entrepreneur tout à l'heure, c'est que on était effectivement dans le cadre de la loi, donc on ne pouvait pas reprocher à la RATP de vendre ses données ou de ne pas les laisser les réutiliser gratuitement. Je me suis également tourné vers les parlementaires qui étaient là pour leur dire que effectivement c'était un sujet de société et que s'ils voulaient y réfléchir, lorsque la Commission européenne présentera son texte de révision de la directive sur les données publiques, ce qu'ils sont en train de préparer, je crois que le débat appartiendra à tout le monde. Le débat sera un débat de société, ça sera aussi un débat au Parlement. Voilà, ça sera le moment d'y réfléchir. Moi, je suis là pour appliquer un cadre qui a été donné par le chef du gouvernement, qui dit que à partir de maintenant, s'agissant de l'État, et donc de l'administration centrale et déconcentrée, pardon, ça va être un peu technique, les données sont gratuites par défaut. Il faut bien s'adapter. Et la mairie de Paris aussi s'était lancée un peu sur l'open data, vous travaillez avec elle? Complètement. Oui, plus largement les collectivités locales s'étaient lancées territoriales, absolument. D'abord, data.gouv.fr accueillera l'ensemble des collectivités territoriales si elles le souhaitent et mettra à disposition leurs données. J'ai rencontré plusieurs fois le maire adjoint de Paris qui est en charge de ce dossier et je pense qu'on travaillera ensemble sur un certain nombre de choses. Je ne vais pas vous le dire maintenant. Juste pour revenir sur ce que vous posiez la gratuité comme un principe, visiblement ce sera majoritairement, voire quasi essentiellement gratuit. Mais sur data.gouv.fr, ça sera totalement gratuit. Avait été laissé la porte ouverte à une redevance pour certaines données. Vous pouvez nous en dire un peu plus ou nous expliquer de quoi on parle? Oui. Le cadre, c'est que si une administration, un service public doit tout d'un coup engager des moyens exceptionnels pour rendre un service particulier, dans ce cas, il peut compenser éventuellement l'effort par une redevance. Ça doit d'abord être extrêmement justifié dans ce cadre-là. Ensuite, il y a un conseil qui s'appelle le COEPIA qui rend des avis au Premier ministre qui devra donner un avis positif ou négatif. Et toute la communauté, par un certain nombre de personnalités qualifiées, va être intégrée à cette instance représentative. Et ensuite, le Premier ministre autorisera ou pas la création d'une redevance. Alors la société en question, c'est Check My Metro en fait. Oui. C'est eux qui sont pas contents. Non, ils ont réutilisé la carte du métro. C'est invraisemblable quand même. La carte du métro est universelle. C'est un bien. Qu'est-ce que vous en pensez vous en votre fort intérieur, vous qui parlez vrai? C'est une connerie. Non, mais David Abicard, là, moi je dis déjà beaucoup. Je dis que c'est un vrai sujet et que il faut qu'il y ait un débat qui ait lieu et que quand les choses seront présentées devant le Parlement, un peu langue de bois là. Non, c'est pas langue de bois. Non, mais on comprend que vous soyez prudent parce que si vous voulez rester à s'occuper de ce dossier, il faut faire gaffe quand même. Oui, alors vous avez raison. Je vous remercie de ne pas vouloir me mettre au chômage tout de suite. Voilà. Mais non, simplement... Est-ce que le close de data, ça marche? C'est du close data en fait. Vous avez l'open data où on peut distribuer les données, et puis là la RATP fait du close data. Non, mais la RATP, elle agit dans le cadre de la loi. On est dans un état de droit. C'est pas de faire de la langue de bois que de dire que dans un état de droit, c'est bien que les uns et les autres respectent la loi. Moi, je suis pour le fait qu'on respecte la loi. Si on considère qu'il faut changer la loi et si on veut ouvrir le débat là-dessus, très bien. Mais c'est pas à moi de le faire. C'est pas aux députés. C'est pas mon rôle d'ouvrir un débat sur le changement de la loi. Ça viendra en son temps, comme je le disais tout à l'heure, et à ce moment-là, chacun dira ce qu'il a à dire et les parlementaires se prononceront. Est-ce que c'est vétilleux? Est-ce que c'est vétilleux de la part de la RATP?
Non, vraiment, je peux pas me prononcer sur le caractère. Voilà, je veux pas émettre de jugement de valeur. J'ai pas de jugement de valeur à émettre. Moi, j'ai une question sur le prix avant qu'on passe à la deuxième partie. Mais cette question va être formidable et rester en deuxième partie parce qu'Hélène Favier va la poser dans un instant.